Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette table ronde de Futurible consacrée ce soir à Quelle Égypte en 2040. Table ronde qui sera animée donc par Thierry Haumel, qui Bonsoir. est le directeur du Forum prospectif pour l'Afrique de l'Ouest de Futurible. Et on a donc le plaisir d'accueillir Didier Billon et Mohamed Salem. Et Thierry, je te laisse la parole. Merci François. Bonsoir à toutes et à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très honoré d'avoir avec moi deux intervenants pour discuter d'un pays que je ne connais pas. C'est encore mieux, mais eux le connaissent bien. Didier Billon, qui dirige le programme Moyen-Orient de l'IRIS, l'Institut des Relations internationales et stratégiques, et Mohamed Salem, qui est reporter sur France 24. Le menu pourrait être énorme, on a donc décidé de le réduire un petit peu à deux choses qui sont quand même assez importantes, à savoir les problématiques politiques et les évolutions économiques de l'Égypte depuis les printemps arabes. On va dire, on pourrait commencer bien avant, mais on va commencer au niveau des printemps arabes. On va le faire sur trois moments. On va parler peut-être d'abord des évolutions politiques structurantes. On viendra peut-être sur les évolutions économiques et puis la situation de crise actuelle. Je crois que c'est quelque chose qu'on va avoir du mal à éviter. Et puis, on passera aussi un petit peu de temps sur la question sociale. C'est un grand pays et donc forcément très contrasté. Et puis, on passera peut-être sur un deuxième moment de cette rencontre où on parlera de l'Égypte, mais sous un jour diplomatique. Quel est le rôle que l'Égypte joue aujourd'hui et peut jouer donc à horizon 2040, on va dire, non seulement auprès de ses proches voisins, dans le Moyen-Orient, en Afrique. Est-ce que l'Égypte est vraiment un pays africain ou est-ce qu'il est vraiment tourné vers le monde arabe? C'est certainement aussi des questions, je crois, que vous aurez l'occasion de discuter. Et puis, au-delà de ça, la nature des liens avec l'étranger proche qui est malheureusement aujourd'hui en crise, en dessous, donc au Soudan évidemment, et puis au-dessus également, ça tout le monde le sait. Et ces deux choses ne sont pas sans impacter le pays. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps, moi, pour discuter de choses que je connais pas, mais je commencerai peut-être à poser la première question. Finalement, nous, en France, on est resté sur l'idée que la République arabe d'Égypte s'est structurée sous Nasser, qu'elle a ensuite été gouvernée par Sadat, et puis par un président qui s'appelait Moubarak, et un jour, on ouvre la radio. Et puis, on se rend compte que, comme dans pas mal de pays autour, le régime semble être en crise, que les gens manifestent, et on assiste à un changement de régime, ou on pense assister à un changement de régime. Didier, comment aborderiez-vous ce sujet et que s'est-il passé, en fait, au moment des printemps arabes en Égypte? Tout d'abord, je n'utilise jamais le terme de printemps arabe. D'accord. Alors, on peut après disserter sur les mouvements de contestation, les mouvements de révolte, mais il y a eu beaucoup d'approximations, notamment dans les pays occidentaux, parce que tout le monde a été surpris. Je vais y revenir pour répondre plus précisément à la question. Et puis ensuite, il y a eu ce que certains médias, pas tous, ont appelé les hivers islamistes. Alors moi, je ne suis pas météorologue, j'essaie de faire de la géopolitique, et donc je pense qu'il faut faire très attention aux termes que nous utilisons. Ça, c'est mes petites lubies personnelles. Merci. Alors, est-ce que c'était une divine surprise? Pour être honnête, bien peu avaient prévu ce qui allait se passer dans les mondes arabes, à partir de la Tunisie, tout d'abord, on s'en souvient, puis l'Égypte très rapidement, avec la chute de deux dictateurs à une vitesse accélérée, puisqu'en moins de 2 mois, il y a quand même 2 dictateurs qui étaient là depuis de nombreuses années. Pour le cas de Moubarak, ça faisait quand même 30 ans qu'il était au pouvoir, donc cela a surpris beaucoup de monde. Et pour la petite anecdote, vous me pardonnerez, tous les ans à l'IRIS, nous sortons un annuaire qui s'appelle l'année stratégique. Et depuis de fort nombreuses années, il y a un chapitre Moyen-Orient dont j'ai la charge. Et cet annuaire sort tous les ans au mois de septembre. Et quand à la fin du mois de décembre 2010 et puis au mois de janvier, février 2011, se sont cristallisés ces mouvements de contestation que je n'avais vraiment pas prévus, je me suis précipité vers mon chapitre Moyen-Orient qui était sorti 3-4 mois avant pour voir ce que j'avais précisément écrit, si je n'avais pas dit de grosses bêtises sur ces pouvoirs qui auraient pu rester indéfiniment en place. Heureusement, au détour d'une phrase, j'évoquais que les tensions sociales étaient telles qu'elles pouvaient générer des mouvements de contestation, voire de changement. Ouf! Alors, je n'avais rien prévu du tout, mais j'avais pris quelques précautions. Mais en réalité, en Égypte, puisque c'est le sujet qui nous réunit ce soir, évidemment, les contradictions étaient arrivées à un tel point
que la situation devait se dénouer. Et il suffit de regarder, d'écouter à l'époque les slogans qui étaient scandés par des manifestants, par dizaines de milliers dans les rues du Caire, d'Alexandrie et de nombreuses autres villes, et sur cette fameuse place Tahrir qui a symbolisé ce mouvement de contestation. Il y avait 3 types de revendications, rappelons-nous. La justice sociale, c'est-à-dire une volonté d'un meilleur partage, d'une meilleure redistribution des richesses. Est-ce qu'aujourd'hui, 13 ans plus tard, il y a eu un progrès? Je ne le crois pas, mais je pense qu'on va en reparler sur les aspects économiques. La deuxième chose, c'est évidemment la démocratie. On veut pouvoir s'exprimer. Même si le terme de démocratie en Égypte ou en Tunisie ou au Yémen ou n'a peut-être pas tout à fait les mêmes significations qu'en France ou en Europe occidentale. Mais il y avait cette aspiration à pouvoir prendre ses affaires en main, à pouvoir s'exprimer. Et puis la troisième chose qui ressortait, au Caire entre autres, et c'est fondamental pour moi, c'est un mot. Moi je ne parle pas arabe, donc sous contrôle. Karama, la dignité. La revendication de la dignité. C'est ce triptyque justice sociale, démocratie, dignité qui finalement concentrait les aspirations d'une très large partie de la population égyptienne. Donc à la fois surprise, oui, en même temps produit d'une situation qui devenait tellement tendue qu'il fallait bien qu'elle se dénoue d'une manière ou d'une autre. Et puis, dernier élément, et j'arrête là, je pense que Moubarak avait le projet de faire monter en puissance son fils. Son fils qui s'était illustré par de nombreuses déclarations sur un ton très libéral, mais libéral au niveau économique. Et nous allons en discuter. La structure même de l'économie égyptienne, elle est extrêmement centralisée, avec un acteur qui est assez inhabituel, c'est l'armée, l'institution militaire. Et donc, les militaires voyaient d'un bien mauvais œil cette hypothèse de république héréditaire avec transmission au fiston des pouvoirs du papa. Et je pense que ça a été aussi un élément déterminant, et j'arrête là, parce que l'armée, évidemment, a eu un rôle extrêmement important, et qu'en réalité, c'est pourquoi il faut s'interroger sur le terme de « y a-t-il eu ou non une révolution ?» Je ne le crois pas, car en réalité, l'institution militaire, elle a su s'adapter tactiquement selon les moments, on pourrait séquencer plus précisément, mais en réalité, elle est toujours restée à surveiller cette transition, car il y a eu une tentative de transition, mais en réalité, sans jamais abandonner le pouvoir. À l'époque 2011-2012, par l'intermédiaire du Conseil suprême des forces armées, qui toujours a réussi à maintenir le contrôle. Alors, il y a eu l'épisode des frères musulmans, mais peut-être on en reparlera après. Ben, je vais peut-être passer justement la parole à Mohamed sur ce sujet-là. Effectivement, donc on a un renversement d'un régime militaire par l'armée, si je vous suis bien. Et puis, quelques temps après, on arrive quand même à un régime qui ressemble pas forcément à celui qui était en place juste avant, qui va lui-même être de nouveau destitué. Alors, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ces éléments-là pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe? Comme Didier a dit, l'armée, elle n'a vraiment pas lâché le pouvoir. Mais par contre, moi, je suis pas d'accord avec vous sur une chose, c'est que moi, j'estime qu'il y a vraiment eu une révolution. Dans le sens où c'est vrai que personne ne s'attendait à ce que ce qui est arrivé arrive. Mais les Égyptiens, certains d'entre eux, et moi j'en fais partie, en fait, on le sentait. On savait que ça pouvait venir parce qu'il y avait eu des indicateurs avant. Je me rappelle très bien en 2003, par exemple, il y avait eu d'énormes manifestations contre la guerre en Irak. Mais ces manifestations-là aussi, on voyait qu'il y avait des slogans qui apparaissaient qui étaient contre Moubarak d'une certaine façon, ou peut-être pas contre Moubarak directement, mais contre son ministre de l'Intérieur qui était très très dur, Habib al-Adli, qui menait une répression féroce. Donc il y avait quand même des indicateurs. Et puis il y a eu plusieurs événements, mais bon, je ne vais pas vraiment revenir sur le passé, je vais plutôt essayer de me concentrer sur la période frères musulmans. Les frères musulmans, en fait, c'était évident qu'ils allaient gagner les élections. N'importe quel Égyptien savait très bien que s'il y avait des élections démocratiquement organisées en Égypte, ça allait être les islamistes qui allaient les emporter, parce que c'est la seule force politique qui était capable, même, j'ai envie de dire, sous la table, de s'organiser, de
de mener des actions sociales. Ils avaient leur système pour avoir des cliniques médicales où les pauvres étaient traités et tout. Du coup, on savait très bien que ça allait être les frères musulmans. Et les frères musulmans, en fait, ils sont arrivés au pouvoir avec un accord avec l'armée, en fait. Où, en fait, c'était un jeu entre eux deux. Et je ne dis pas que les élections étaient truquées, mais ils ont fait une coalition. Et je dirais même qu'ils ont fait une coalition pour essayer d'étouffer la révolution. Parce que les frères musulmans, ils ont été les derniers à rejoindre la révolution. Ils ont été les premiers à la quitter et à l'abandonner. Et on l'avait vu très bien. Moi, je me rappellerai toujours, j'étais à la place Tahrir le 25 janvier 2012, donc exactement un an après la Révolution. Et je me rappelle très bien qu'on disait tous la Révolution, elle n'est pas terminée. Parce que les frères musulmans, ils voulaient dire la Révolution, elle est terminée, maintenant on passe à autre chose, on va construire le pays, on va faire des réformes et tout. Nous, on disait que la Révolution, elle n'était pas encore terminée, qu'il fallait continuer jusqu'au bout, qu'il fallait juger Moubarak. Pour juger Moubarak, on est resté des mois à attendre que ça arrive et ça n'a pas été facile du tout. Mais l'épisode frères musulmans, ça a duré très très peu de temps parce que j'ai l'impression que l'armée, elle avait fait son compte qu'elle allait les laisser peu de temps et puis reprendre le pouvoir d'une certaine façon avec tout ce qui s'est passé et tous les massacres qui ont eu lieu. Et ça a été vraiment très 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 compliqué cette année, bien que je considère que cette année 2012 également a été l'année où vraiment l'Égypte a connu le plus de liberté. Alors que c'était les frères musulmans qui gouvernaient, parce que justement, il y avait des contre-pouvoirs qui commençaient à se créer, il y avait des gens qui étaient très très enthousiastes, notamment les jeunes, vu que la révolution avait eu lieu. Moi-même, j'ai des amis qui avaient commencé à créer des associations, qui organisaient des colloques comme nous sommes en train d'avoir ici. Les gens commençaient à se mobiliser, on sentait qu'il y avait une alternative politique qui pouvait se créer. Il y a des partis politiques qui se sont créés, pas mal, qui sont libéraux, qui sont de gauche, des anciens partis qui étaient là, qui se ravivaient, il y avait plus de gens qui le rejoignaient. Mais malheureusement, avec le retour de l'armée au pouvoir, bien sûr, en très peu de temps, tout ça, ça a été cassé. Et dans ton papier de préparation, Thierry, tu avais noté une question, est-ce qu'on est revenu au point zéro ? On est même revenu à un degré pire que le point zéro, parce qu'il y a plein d'Égyptiens en ce moment. Et c'est vraiment très, très courant qu'on dise où sont tes jours, Moubarak ? On regrette les jours de Moubarak, alors que c'est le peuple égyptien qui a quand même fait une révolution pour faire sauter Moubarak, et comme si en fait le peuple a regretté ce qu'il avait fait. Si je vous suis bien, il y a un fil directeur quand même qui n'est pas forcément très visible dans toute cette période, mais qui l'est finalement beaucoup, c'est l'armée. Donc l'armée a soutenu dans un premier temps qui les aurait plus ou moins lâchés. Et on se retrouve de nouveau avec un régime aujourd'hui que les gens semblent honnir, mais qui ressemble au régime d'avant, c'est-à-dire le régime Moubarak. Et vous dites, Mohamed, c'est pire. Alors, si c'est pire, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'une situation économique qui s'est aggravée? Est-ce que c'est une reprise en main de l'armée qui a complètement annihilé tout ce qui avait été créé? Vous disiez, Mohamed, que l'espace public commençait à se diversifier pendant une courte période et que les choses avaient été annihilées. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est pire? On parlera peut-être du volet économique après, parce que là, effectivement, il y a de grosses dimensions, mais dans l'espace social, les choses se sont complètement rétrécies. J'ai lu aujourd'hui une chose relativement intéressante, c'est que la justice, qui avait condamné beaucoup de gens qui étaient proches des frères musulmans, voire des frères musulmans, avait avait laissé les dossiers de côté. Ils ont enlevé certains noms de personnes qui étaient accusées de terrorisme sur ces listes-là. Donc, j'ai vu ça il y a quelques jours également. Il y a 700 et quelques personnes qui ont été enlevées sur les listes de personnes présumées terroristes, donc proches des islamistes, et pour lesquelles il y avait des procès et tout ça. Moi, franchement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, cette étape-là. Est-ce que c'est un pas envers les islamistes, peut-être pour une réconciliation? J'y crois pas trop. Je ne sais pas trop, j'ai pas trop bien compris pourquoi ils ont fait ça. Mais quand je dis que c'est pire en ce moment, c'est parce que en fait, l'espace public a été vraiment, vraiment bouclé. Maintenant, les Égyptiens, malheureusement, ils vivent dans... La peur est revenue, en fait. À un moment donné, avec la révolution de 2011, on avait dit que le seuil de la peur a été franchi
Et c'est vrai que c'était le cas, parce que les gens, ils sont descendus dans la rue, ils insultaient Moubarak, c'était inimaginable. Mais maintenant, la peur est revenue, tout le monde a peur, parce qu'il y a eu tellement de gens arrêtés, tellement de gens qui ont même disparu. Il y a des gens, on ne sait même pas où ils sont, en fait. On ne sait pas, ils sont morts, ils ne sont pas morts. Donc la peur est revenue, et en même temps, l'espace public, il est tellement, tellement bouclé que, en fait, le régime, il contrôle tout. Il y a des sociétés qui sont affiliées aux services secrets, qui ont racheté des chaînes de télé. Il n'y a plus aucun journal, à part, bon, c'est pas un journal, ils ont un site internet, Madame Masr, eux, ils sont vraiment bien. Bon, il y en a d'autres aussi, mais il n'y a que eux qui ont vraiment une entité journalistique qui existe et qui ont bien du mal à travailler. Et la directrice, c'est en fait une amie à moi, et je sais très bien qu'elle fait face à d'énormes problèmes, que souvent elle est convoquée par la justice, que même une fois la police a débarqué chez eux à la rédaction, et même nous à France 24, on avait suivi un peu cette affaire, et je sais très bien que par exemple, elle a de très bonnes connexions avec l'ambassade de France, elle a même, je pense, reçu, c'est pas la Légion d'honneur, mais une distinction quelconque, donc je sais que peut-être elle est aussi un peu protégée par, disons, l'étranger, même si des fois c'est très très mal vu en Égypte, mais l'espace public, il est complètement fermé en fait. Il n'y a plus du tout de liberté de la presse, il y a presque plus du tout même de liberté économique, dans le sens où le régime, des fois, il arrête des hommes d'affaires et il ne les relâche qu'une fois ils ont accepté, par exemple, de faire des partenariats économiques avec le régime et des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pire. Vous partagez ce sentiment de régime de société sous cloche? Oui, oui, c'est clair et net. C'est-à-dire, il y a eu un moment on peut dire, de libération de la parole. Incontestablement, il y avait une ébullition. Moi, j'ai pu avoir le privilège d'aller en Égypte au moment où, en 2011-2012, il y avait une ébullition extraordinaire. À la place Tahrir, il y avait des stands de toute une série d'organisations politiques, syndicales de toutes sortes. C'était très marquant, c'était très émouvant aussi, avec une sorte de fierté de la part notamment des jeunes, quand ils voyaient arriver des gens comme moi qui n'ont pas véritablement une tête d'Égyptien. On était vraiment bien accueillis, ils voulaient discuter, ils voulaient nous présenter ce qui se passait dans leur pays avec fierté. Donc c'était assez émouvant. Mais alors pourquoi peut-on dire... Alors, petite précision sur révolution par révolution. C'est à mon avis très important, parce que si tu le permets, tu es en contradiction. Toi, tu dis, il y a eu une révolution. Moi, je respecte ce point de vue. Mais en même temps, tu dis, oui, mais l'armée est toujours restée au pouvoir. Or, une révolution, pour moi, c'est un changement de régime radical. Alors, il y a plusieurs types de révolutions, mais nous ne sommes pas là pour faire un cours d'histoire, même si François en meurt d'envie. Donc, en ce sens, je pense, et c'est pas pour jouer sur les mots, peu importe les mots, ce qui est important, c'est la vie concrète. Il y a eu un processus révolutionnaire énorme, ça oui, mais qui n'a pas abouti à un changement de régime, puisqu'au total et au final, malgré l'intermède des frères musulmans, j'y reviens dans 2 secondes, l'armée est restée aux manettes du pouvoir. C'est en ce sens que ce mot de révolution, j'hésite un peu. Tu parles du résultat. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, juste une petite chose, c'est que Moubarak a sauté. Oui. Donc, une fois, je parlais avec un ami, en fait, il me disait, qu'est-ce que tu veux? On a fait sauter Moubarak quand même. Oui. La révolution a fait sauter Moubarak. Donc, est-ce que c'est vrai que le régime n'a pas changé? Non, c'est pas une révolution. Oui. De ce point de vue. Et ce qui est très important, pourquoi c'est pire aujourd'hui, de mon point de vue, comme tu le citais? Mais parce qu'à l'époque de Moubarak, et Dieu sait que je n'ai jamais été, enfin, je ne suis pas égyptien, mais c'était pas un régime que j'aimais beaucoup, que j'appréciais beaucoup à l'époque déjà. Mais il y avait une sorte de présence forte des frères musulmans, comme tu l'as rappelé, qui était en réalité la véritable structure qui avait des ramifications dans toutes les strates de la société. Et il y avait une sorte d'accord, de facto, entre le pouvoir de Moubarak, incarné par Moubarak, et les frères musulmans. N'oubliez pas qu'il y avait des députés frères musulmans, alors que les frères musulmans étaient interdits. Ils se présentaient comme candidats indépendants, et tout le monde savait que c'était des frères. Tout le monde le savait. Ils avaient un groupe parlementaire. Ils avaient toutes les activités sociales, les dispensaires que tu évoquais. Et donc, il y avait une sorte d'accord tacite enfin tacite ou pas d'ailleurs, mais je n'étais pas sous les bureaux du ministère de l'Intérieur, entre Moubarak et les frères musulmans, sur le thème, tout ce qui concerne les appareils de sécurité, vous n'y touchez pas. Ça, c'est du ressort des appareils de sécurité, de l'armée, etc.
Par contre, tout ce qui est du social, de la réislamisation de la société, ça, on vous laisse le champ libre. Mais aujourd'hui, cela n'existe pas, plus, parce que les frères musulmans, ils ont été décapités. Ils n'ont pas été éradiqués. Ça, c'est pas vrai. Je pense qu'ils existent encore, discrètement. Ils sont rompus à la clandestinité. Depuis 1928, date de leur création, ils ont été plus souvent dans des périodes de clandestinité qu'au grand jour. Donc, ils ont l'habitude. Mais quand même, aujourd'hui, on évalue à peu près 60 000 prisonniers politiques. C'est ce que dit tout le monde. Ouais. 45, au moins 45 000 frères musulmans. Ça vous donne quand même l'ampleur de la répression qui s'est abattue. Toutes les organisations, les partis, les associations qui s'étaient constituées en 2011, il n'y en a plus aucune qui existe, au moins publiquement. Peut-être y a-t-il des regroupements clandestins, secrets, peut-être, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Probablement oui, d'ailleurs. Donc les pôles de résistance aujourd'hui sont quasi inexistants. C'est ça le changement. Et c'est de ce point de vue une forme de régression par rapport à ce qui existait à l'époque de Moubarak, où il y avait des failles dans le système, entre autres incarnées par les frères musulmans, mais aussi par le syndicat des journalistes, qui existe encore et qui est peut-être le seul pôle de résistance qui existe encore, mais vous imaginez au prix de 1000 difficultés. Donc il y a une forme de régression, incontestablement, et le président maréchal Sissi, c'est un homme du sérail, c'est un militaire, comme tous les chefs d'État qui se sont succédés depuis 1952 ont tous été des militaires. Donc ça prouve que l'armée est restée fermement accrochée au pouvoir. Alors c'est vecteur de contradiction, le sera-t-elle encore en 2040? On va en discuter. Je voulais en venir là, oui, effectivement. Est-ce que l'armée est si stable que ça? Enfin, dans la manière dont vous vous exprimez tous les deux, elle a une prépondérance dans tous les événements politiques qu'on observe. Et aujourd'hui, elle est débarrassée des contingences des frères musulmans, si j'ose m'exprimer de cette manière. Donc, elle a l'espace libre. Est-elle plus forte pour autant? Qu'est-ce qui pourrait déstabiliser ce régime? Je pense que la contradiction principale, et ça nous renvoie aux problèmes économiques qui sont cruciaux, terrible, c'est que l'armée a encore la main mise sur une bonne partie de l'économie. La situation économique ne peut pas perdurer telle qu'elle est aujourd'hui, car sinon il y aura d'autres explosions sociales. La situation du peuple égyptien, des Égyptiens, se dégrade considérablement. Moi, je me souviens, nous avons mené une étude, nous avons fait un consortium Futurib-IRIS il y a quelques années, pour le compte du ministère de la Défense à l'époque, et notamment un des aspects de cette étude, c'était l'Égypte. Et je me souviens qu'on avait fait une réunion de restitution au ministère des Armées, puisque c'était la règle, et que j'avais rédigé la partie économique et politique, et puis Futurib s'était plus penché sur les questions de démographie, et moi, j'avais tracé un tableau très sévère de la situation il y a 5-6 ans qu'on avait fait cette étude, et je me souviens parfaitement que les militaires qui étaient là avaient dit non, mais l'économie égyptienne est en train de repartir, etc. J'avais maintenu mes positions, malheureusement, j'ai plutôt eu raison. Alors, quelle est la contradiction? C'est que la situation ne peut pas perdurer, économiquement, politiquement, probablement pas non plus, je le souhaite en tout cas. Donc, il faut une aide extérieure. FMI, Banque mondiale, les États du Golfe, là on en parlait juste avant. Bon, on pourra approfondir juste après. Mais pour ce faire, il faut des réformes de structure profonde de l'économie égyptienne. Et donc, réduire le rôle de l'armée. Parce que l'armée, elle est enquistée, encroûtée, elle gère ses parts de marché, et Dieu sait s'ils sont importants, ces parts de marché. Mais ça ne pourra pas durer ainsi parce qu'il y aura des exigences et des Saoudiens et des Émiratis et du Fonds monétaire international, etc. Et c'est là la contradiction. Donc, je ne crois pas que l'armée disparaisse d'ici 10 ans ou 15 ans, non. Mais je pense qu'au niveau économique, son rôle, c'est souhaitable en tout cas, sera réduit. Vous voyez, mais c'est cette dialectique compliquée entre le politique et l'économique, avec une petite formule que les Égyptiens utilisent en disant tous les États ont une armée. En Égypte, c'est l'armée qui a un État. Et c'est très intéressant comme expression. Ça évoque bien la situation de cette mainmise profonde de l'armée dans quasiment toutes les strates de l'économie de l'Égypte.
Merci pour cette intervention. On va justement peut-être passer un petit peu au volet économique. Alors, vous parliez d'une situation qui était catastrophique. Effectivement, si on revient quelques années en arrière, donc ce nouveau régime est sous ajustement ou a demandé l'aide du FMI à la suite d'une crise, a obtenu de l'argent et a fait des promesses, dont celle dont vous parliez, hein, effectivement libéraliser l'économie, faire flotter la monnaie. Et puis effectivement donner une part belle au secteur privé d'une certaine manière. Et bon, les choses allaient, on va dire, plutôt bien, où le FMI trouvait que l'Égypte était bon élève, la croissance était plutôt repartie, et on a 2 chocs exogènes. On parlait tout à l'heure de ce qui se passait en haut et en bas. Une chose qu'on n'a pas mentionnée, effectivement, c'est que quand on regarde une carte, on voit bien que l'Égypte est située à côté du canal de Suez, qu'elle administre et qui est une grande source de revenus, normalement, pour ce pays-là. Bon, ces sources de revenus se sont évidemment taries. Et puis, l'Égypte est aussi très impactée par ce qui se passe en Europe, hein, par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, parce que c'est le premier importateur mondial de blé. Donc les dispositions du FMI qui ont demandé à l'État de se desserrer et de laisser le champ à d'autres choses, finalement ont été pris de court par des éléments-là, et on se retrouve avec une inflation galopante. On discutait tout à l'heure brièvement dans les couloirs, mais Mohamed, vous me disiez que la situation était effectivement très compliquée, qu'il y avait en ce moment des échanges à nouveau avec le FMI, donc entre l'armée et le FMI. Oui. Est-ce qu'on peut discuter un peu quels sont les débats finalement entre ces acteurs-là? En fait, là, il n'y a pas très longtemps, je pense il y a une semaine ou 10 jours, il y avait, comme on disait, il y avait une délégation en Égypte, et moi j'avais un peu suivi. Il était question, d'après les Égyptiens, le responsable égyptien, il était question de faciliter un peu le système de remboursement ou je ne sais quoi. Donc, les Égyptiens, ils disaient ça, alors que moi, j'ai aussi suivi les déclarations du FMI qui disaient que non, qu'il fallait vraiment s'en tenir au deal, à ce qu'on s'était dit. Donc, on sent très bien que la situation, elle va très mal parce que moi, je vais en Égypte très souvent et chaque fois que je parle aux gens là-bas, en fait, je vois comment la vie devient de plus en plus dure. Par exemple, en Égypte, les gens, maintenant, je vais prendre vraiment des exemples, mais très, très terre à terre. Moi, j'ai des gens qui me disent, notamment des gens pauvres qu'on côtoie en Égypte, ils me disent maintenant, quand par exemple on achète des tomates, on va chez le vendeur et on lui dit donne-nous 2-3 tomates. Avant, c'était jamais comme ça, c'était 1 kilo, 2 kilos, et on parle de choses vraiment basiques. On parle de tomates, on parle de pommes de terre, on parle d'oignons. Je suis désolé vraiment de parler des choses, mais c'est vraiment, je parle de très terre à terre. Les gens, ils ont du mal. Maintenant, les gens ils disent pour dîner le soir, en fait, on achète 3 tomates, 2 patates et 2 oignons. Et donc, ça ne peut pas continuer comme ça, comme disait Didier, parce que l'Égypte, maintenant, en fait, a une dette énorme. Énorme. Ce régime-là, le régime de Sisi, il a creusé la dette d'une façon astronomique. Et pour des projets que tout le monde avant avait accueillis comme étant des grands projets nationaux, comme la nouvelle capitale, de méga projets, par exemple la nouvelle capitale, ou comme je ne sais pas quoi, le train électrique qui va lier la côte nord à la côte de la mer Rouge, et on les voit, et puis un monorail, un train électrique qui va relier la banlieue du Caire au centre du Caire. Le monorail, là par exemple, moi je vais souvent en Égypte, je vous dis, ils ont fait les poteaux, et les poteaux existent depuis des années, et il n'y a pas de train dessus. Il y a des morceaux qui... Et maintenant, les gens, ils commencent à faire quoi? L'armée, elle fait quoi? En fait, ces poteaux-là, elles sont loués pour mettre de la pub dessus. Pour utiliser les poteaux. C'est vrai, ce que je vous raconte. Et les gens se disent et se demandent, mais ce train électrique-là, en fait, le billet, il va coûter combien? 40 livres 40 livres, c'est même pas 1 euro. Hein. Et déjà, c'est énorme pour eux. Parce que le ticket de métro, par exemple, normal, il y a quelques années, il coûtait peut-être 1 livre. Maintenant, il coûte déjà 7. Et les gens trouvent que c'est beaucoup. 7 livres pour un ticket métro. Alors, imaginez 40 livres pour ce train électrique. Donc, la situation économique, elle est catastrophique. Et moi, j'avais des échos de gens là-bas qui même côtoient le régime et tout, qu'ils disent qu'il y a même des projets qui sont arrêtés parce qu'il n'y a plus d'argent. Et on est en train maintenant d'emprunter presque pour rembourser la dette. Donc, on est rentré dans un cercle vicieux et on se demande qu'est-ce qui peut arriver. Et il y a d'autres exemples concrets. Par exemple, on parlait des pays du Golfe où on voit la tension qui peut se produire avec le peuple. Il y a une île au milieu d'une île qui s'appelle El Warre. Cette île-là,
elle a été promise aux Émiratis pour construire des tours, pour construire tout un quartier et tout. Et ben, en ce moment, ces jours-ci, il y a des clashs, il y a des manifestations, il y a des gens qui sont arrêtés, il y a des gens qui sont blessés dans des clashs avec les forces de l'ordre parce qu'ils veulent faire partir ces gens-là de l'île et c'est là où ils habitent, c'est là où ils ont leur maison et les gens, ils ne veulent pas partir. Et le régime, presque, il les isole. Cette île-là, il y a des embarcations qui partent de l'île pour rejoindre le centre du Caire et tout. Ils ont arrêté ça. Les gens ne peuvent plus bouger, ils ne peuvent plus sortir. Donc, à un moment donné, c'est vrai que cette situation économique, elle ne peut pas perdurer de la sorte parce que les gens, ils souffrent trop. Et quand on parle de l'Égypte en 2040, moi, je me dis, est-ce que les gens, ils vont pouvoir supporter encore 10 ans? Des fois, moi, je parle avec des amis et je leur dis, il va se passer quelque chose en Égypte. Les gens, ils vont sortir, là, c'est pas possible. Et ils me disent, mais non, mais les gens, ils peuvent pas. Les gens, ils ont vu qu'ils ont fait des manifestations, que ça n'a mené à rien. La situation est pire. Mais en même temps, les gens, s'ils n'arrivent plus à manger, s'ils ont faim, si leurs enfants ont faim, ça va mener à quoi? Donc, et ça, c'est l'inflation, c'est l'effet effectivement d'une perte de job, de crise, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres critères économiques qui ont contribué à cet appauvrissement de la société? Si. Alors, bon, l'affaire du canal de Suez a déjà été évoquée, donc je n'y reviens pas, mais il est clair que la baisse de trafic sur le canal de Suez a entraîné des pertes sèches, puisque je pense que entre 2003 et 2022, c'est une baisse de près de 50% des revenus liés au canal de Suez. Il y a un autre aspect, c'est longtemps l'économie égyptienne était alimentée par les transferts de fonds des travailleurs égyptiens qui se trouvaient notamment dans les États arabes du Golfe. Il n'y en a quasiment plus désormais. Donc c'est aussi une perte sèche. Le tourisme, bien évidemment, vu la situation, je ne dis pas que le tourisme a disparu en Égypte, en fait il est beaucoup moins important qu'il y a 15 ou 20 ans. Donc ces éléments-là sont prégnants. La guerre en Ukraine, je n'y reviens pas, ça a déjà été évoqué. N'oublions pas le Covid, qui a été aussi terrible pour l'Égypte, pour bien d'autres pays aussi, mais qui a été très violent pour l'économie égyptienne. Bon. Donc, il y a l'accumulation de tous ces paramètres, à tel point qu'on évalue aujourd'hui la dette qui a été évoquée à plus de 165 milliards de dollars. Et ça veut dire, en d'autres termes, que bon an, mal an, ces dernières années, c'est à peu près 2/3 des recettes budgétaires de l'État qui sont consacrées au remboursement de la dette, 42 milliards par an. Donc, vous voyez la spirale infernale dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Égypte. Je fais de la macro, Mohamed a parlé de le niveau de base, mais c'est tout aussi important, évidemment, parce que ça, c'est la vraie boussole. Bon, vous imaginez bien que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, vu cette contradiction fondamentale, il y a une nécessité de réformes structurelles. Alors, je ne suis pas certain, pour ma part, que ce soit les réformes structurelles du FMI qui puissent sortir l'Égypte de son marasme. Parce qu'évidemment, le FMI ou la Banque mondiale, comme pour les États arabes, on va en reparler, les États arabes du Golfe, ils ont des exigences. Et eux, ils veulent tout libéraliser, tout privatiser. C'est pour ça que l'armée t'inquiète, au passage. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Alors, je ne sais pas s'il y a une bonne solution, et il serait bien prétentieux de le prétendre. Mais en tout cas, ce qui m'apparaît évident, c'est que le défi de l'Égypte, mais de tous les pays de ce type, c'est d'arriver à réorienter une partie de la production industrielle vers des produits à haute valeur ajoutée. Oui, mais quand on a dit ça, c'est facile. Mais pour ce faire, il faut complètement modifier le système de formation. Donc, ce sont des réformes au niveau éducation pour former des ingénieurs, des techniciens. Or, aujourd'hui, clairement, l'État ne le fait pas. La situation du quotidien des écoles, collèges, lycées, c'est déplorable. À tel point, tu le confirmeras, moi, on m'expliquait que, notamment au niveau des écoles primaires, mais il y a tellement d'élèves pour un instituteur que l'instituteur, il prend les classes par moitié. Il fait pour la moitié de la classe d'âge en question le matin, puis l'autre moitié l'après-midi. On en est là. Les transports en commun, il suffit d'aller au Caire pour voir comment ça fonctionne. Les hôpitaux, moi, je
j'ai toujours un peu, pas peur, mais je me dis, pourvu que je ne tombe pas malade en Égypte, je ne préférerais pas trop être soigné dans les hôpitaux. Peut-être y a-t-il les hôpitaux de luxe, très certainement. Les hôpitaux privés. Voilà, bon, c'est ça. Bon, voilà. Ils sont très très chers. Hein. Ça va de soi. Donc tout ça, c'est une marmite qui risque d'exploser. D'ailleurs, tout à l'heure, on a évoqué le processus révolutionnaire 2011-2012 jusqu'au coup d'État de 2013. Rappelons-nous qu'en 2019, il y a eu de nouveau un mouvement de manifestation qui a été court dans le temps, mais des dizaines, des centaines de milliers d'Égyptiens, des dizaines de milliers, sont redescendus dans la rue. Et ils redescendront. Alors, c'est pas parce qu'on descend dans la rue qu'on résout les problèmes. Mais je pense que le défi, c'est cette réorientation de l'économie vers de la production à haute valeur ajoutée. Mais ça va prendre du temps. Ça ne peut pas se faire en 3 ans. C'est un investissement pour former des jeunes, techniciens, ingénieurs, etc. Ça, je crois que c'est le défi. Je comprends bien et effectivement, il faut certainement passer par là. Bon, il y a aussi un secteur énergétique qui exporte et qui amortit éventuellement les chocs. Mais j'ai envie de vous demander, quid de l'impensé, en fait, de la discussion, et ça revient au propos de Mohamed. Qu'est-ce qu'on fait des acteurs informels qui représentent 30 à 40% de l'économie à peu près, voire peut-être plus, et qui justement sont aujourd'hui dans l'extrême pauvreté. Le FMI a effectivement pas forcément envisagé grand-chose pour ces populations-là. Et est-ce que vous avez des choses à me dire là-dessus? Désolé. Moi, j'allais juste dire, mais très rapidement, c'est que en fait, ce secteur informel, le régime actuel, il est en train d'essayer de l'effacer d'une certaine façon. Ça veut dire que ce qui est très rare en Égypte, ils sont en train de faire la promotion, par exemple, des machines de carte à crédit. Ça n'existait pas avant, par exemple, chez un vendeur de légumes ou dans un supermarché, d'aller payer avec sa carte de crédit. Ils veulent installer ça, ils veulent que tout le monde, tous les vendeurs, tous les commerçants aient ça pour pouvoir justement effacer complètement ce secteur informel de l'économie qui, à mon sens, en fait, a peut-être permis à l'Égypte de résister à certains chocs économiques. Par exemple, on parlait du Covid tout à l'heure. Il y a des gens qui diront que l'Égypte n'a pas été impactée tant que ça par le Covid. Parce que, impactée sûrement, mais peut-être pas tant que ça. Et je n'ai pas les chiffres économiques, je ne suis pas un expert économique, vous direz peut-être, vous corrigerez. Mais je parle un peu de ce que je vois et comme étant égyptienne, de ce que je ressens en allant souvent là-bas. Et donc, c'est ça en fait, c'est que ce secteur informel, il est quand même, c'est peut-être un avantage pour les gens là-bas. Avant, par exemple, il y avait plein de gens en Égypte qui ne payaient jamais d'impôts. Moi, les Égyptiens, ils ne payaient pas d'impôts avant. Depuis Sisi, ça a complètement changé parce que justement, il veut tout mettre en place, il veut que les choses soient vraiment réglo. Et c'est peut-être aussi des exigences du FMI. Mais moi, j'ai parlé avec des gens en Égypte, des commerçants, et je me rappelle très bien, c'était une discussion que j'avais eue avec un photographe. Un photographe qui a son petit bureau, qui fait des photos, même des photos d'identité des gens et tout. Il me disait, mais ils nous demandent trop d'impôts. On n'arrive pas à travailler. Moi, je vais fermer mon truc. Parce que pour quelqu'un comme moi, je dis pas qu'il faut pas payer d'impôts, mais j'attire juste l'attention sur cette partie du secteur informel qui peut-être est une chance pour certains là-bas. Oui, quand il n'y a pas d'autre solution, effectivement, c'est une économie résiliente au choc, mais est-ce que ça peut suffire à faire sortir les gens du marasme? Ça, effectivement. Non, mais là, on est dans une contradiction. Enfin, on en a énoncé quelques aspects. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. Mais il faudrait à la fois un électrochoc au niveau économique, bien évidemment, et pas forcément avec les recettes du FMI. Mais en même temps, on comprend bien que la structuration même politique de l'Égypte interdit cet électrochoc économique. Et donc, on est dans une contradiction majeure, et je crains fort que cette situation ne perdure longtemps. Alors, il peut y avoir de nouveaux soubresauts, de nouvelles crises révolutionnaires, mais à partir du moment où il y a un régime de fer qui empêche toute liberté d'expression et d'organisation, on risque de se retrouver une nouvelle fois devant le problème majeur que nous avons constaté dans tous les pays des mondes arabes qui ont connu des mouvements de révolte. Comme il n'y avait pas de parti politique susceptible d'organiser, de donner un axe, alors fût-ce les frères musulmans ou d'autres, eh bien, cette ébullition révolutionnaire, elle s'est évaporée, parce qu'elle n'a pas été organisée. Et c'est la contradiction, évidemment, très facile à décrire
mais infiniment compliquée à résoudre. Et vu la nature du régime, on ne peut pas la résoudre puisqu'il n'y a pas de capacité d'organisation autonome, ni politique, ni associative, ni syndicale. Quasiment pas. Contradiction absolue. Et donc, la contradiction est aussi forte au niveau économique. Donc, moi, alors là, je suis radicalement d'accord parce que quand on parle du secteur informel, les technocrates du FMI, de la Banque mondiale sont scandalisés. Ces gens ne payent pas d'impôts. Il faut passer à une économie moderne. Mais ça veut dire quoi, ça, pour les Égyptiens et bien d'autres pays de la région, hein, en Afrique, voire en Amérique du Sud? Mais le secteur informel, c'est ce qui permet à la société de rester sur ses pieds, de façon très bancale d'ailleurs, mais au moins de rester sur ses pieds, parce qu'il y a des réseaux de solidarité familiaux, corporatistes peut-être. Alors évidemment, ça choque les technocrates, ça rentre pas dans les petites cases. Oui, mais c'est ce qui permet à cette société de continuer à fonctionner. Donc la suppression, l'éradication du système, du secteur informel serait une catastrophe absolue. Mais ça vaut ça pour de bien nombreux pays. Hein. Il n'y a pas qu'en Égypte. Mais l'Égypte en est un exemple chimiquement pur. Donc surtout, peut-être qu'à terme, mais là ça pose le problème d'une sorte de planification des réformes, non pas sur 10 ans, mais sur 15, 20, 30, 40 ans. On en est là. Alors, petite incise, et j'arrête là, pour ne pas être trop long, il y a quand même un phénomène nouveau, là, on l'évoquait avec Mohamed très, très brièvement avant, c'est le rôle des États arabes du Golfe. Je voulais en venir là. Ça poser la question le rôle de ces États dans les structures d'investissement et ailleurs. Alors, ils ont un rôle à la fois politique et économique. Quand les Émirats et l'Arabie saoudite ont vu Mohamed Morsi, frère musulman, élu président de la République, là, ça a été la panique à bord. Et ils ont été bien satisfaits de la reprise en main en 2013 par l'armée et par l'intermédiaire à l'époque du général Sissi, qui s'est proclamé maréchal quelques mois plus tard, on ne prête qu'aux riches. Bon, donc, ils ont au départ, constatant la situation économique qui était déjà catastrophique à l'époque, ils ont injecté beaucoup d'argent, mais beaucoup, des milliards. Et il semble qu'il y a 3-4 ans, il y a eu une grande interrogation, notamment en Arabie saoudite. Continue-t-on à injecter de l'argent? Parce que cet argent, où va-t-il? C'est assez trouble. Alors ça, c'est pas le secteur informel des petits commerçants du quartier. Hein. Vous imaginez bien que, y compris les militaires, s'en mettent plein les poches. Et bon, c'est un phénomène de corruption généralisée. C'est pas propre à l'Égypte. Et il y a eu une interrogation. Est-ce qu'on continue à balancer, à injecter de l'argent de façon aussi massive s'il n'y a pas les réformes nécessaires? Ou est-ce que finalement on considère que l'Égypte c'est foutu et qu'il se débrouille? D'autant que les Saoudiens, surtout les Saoudiens, ça ne nous a pas échappé, ont eux aussi de très grands projets. MBS en a beaucoup. Alors ils ont du pétrole bien sûr, mais MBS qu'on sous-estime beaucoup, il a un véritable plan pour son pays. Et il investit et il est plus parcimonieux qu'auparavant. Les Émiratis, pour leur part, pareil, ont investi beaucoup d'argent. Et alors, il se passe quand même quelque chose. Ils ont injecté, là, au mois de mars dernier, donc c'est tout récent, 35 milliards de dollars en Égypte. Ça fait beaucoup. Mais 35 milliards, s'il n'y a pas de réforme structurelle, c'est rien en même temps. C'est ça la contradiction permanente. Et là, il y a... Alors, c'est une ville, une zone, on va dire, pardon pour l'accent, Ras El Hikma, bon, merci, c'est l'investissement d'un fonds souverain émirati. C'est à la fois la mise en œuvre d'un centre balnéaire. Alors imaginez que ce n'est pas pour les congés payés, ça va être très luxueux. Ce sera une zone franche en même temps et un centre financier. Donc le risque, si ce type d'opérations financières se multiplient, les Saoudiens en parlent le long de la mer Rouge. Tu m'expliquais que les Qataris, aujourd'hui, le ministre qatari des Affaires étrangères est en Égypte pour discuter business. Imaginez que ce processus se développe. Ça veut dire que l'Égypte va voir des morceaux de son territoire passer sous la souveraineté d'autres pays. Donc là, il y a une atteinte directe à la souveraineté égyptienne. Et ça aussi, les Égyptiens qui ont quand même un tropisme de fierté nationale, ce qui est bien logique, risquent de ne pas forcément l'accepter.
Donc, oui, on ne sait pas très bien. Je suis désolé du constat. Personnellement, je n'ai pas de solution toute faite. Sinon, je serais devenu un des conseillers du prince, mais ce n'est pas le cas. On est dans un tissu de contradictions qui me font penser que l'Égypte est peut-être le pays de la région Moyen-Orient le plus susceptible de connaître des répliques révolutionnaires. Alors, il y a bien d'autres États qui sont dans des situations déplorables. Il y en a un qui fait l'actualité depuis quelque temps, le Liban, bien sûr la Syrie, bien sûr le Yémen. Donc, il y a des États faillis. Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'Égypte est d'ores et déjà un État failli, mais il peut le devenir. Il peut le devenir avec un petit paramètre supplémentaire, c'est qu'il y a 111 millions d'habitants. 111 millions d'habitants. Et qu'on n'a pas parlé démographie pour l'instant, mais la démographie, elle est galopante. Il n'y a pas eu de transition démographique en Égypte. Donc c'est un facteur supplémentaire d'aggravation des tensions sociales. Je suis désolé, c'est pas très joyeux, mais... Non, c'est effectivement pas joyeux. Vous avez prononcé le terme social dans le contexte dont on parle, le contexte politique, contexte économique. Quand on est jeune, je vais demander à Mohamed qui manifestement connaît bien la jeunesse égyptienne, mais à quoi on peut encore rêver du coup aujourd'hui quand on est une jeune égyptienne ou un jeune égyptien? On en avait parlé, Oui, mais justement. On en avait parlé et je t'avais dit qu'une fois, quand j'étais en Égypte, je voyais des jeunes traîner dans la rue, parce que les jeunes maintenant, souvent, ils traînent dans la rue parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Et notamment, ils viennent dans des quartiers un peu huppés comme Zamalek, et tu les vois dans la rue, des jeunes de 14, 15, 16 ans. Et je t'avais dit que j'avais bien envie d'attraper l'un d'eux et de lui poser cette question. Et que j'en avais parlé à des amis à moi qui m'avaient dit, probablement, il va te dire, laisse-moi tranquille. Pourquoi tu me parles de rêve, là? Donc, moi, bon, tu me dis que peut-être je les connais bien. Je ne sais pas si je les connais bien, mais de ce que je vois, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une grande majorité de la jeunesse égyptienne qui veut se barrer, en fait, qui veut partir. L'ambition, c'est partir? Oui, j'ai l'impression qu'ils ne voient pas de perspective. Je sais qu'ils aiment énormément leur pays. Je sais que les Égyptiens, comme disait Didier, ils sont vraiment très patriotes. Et c'est vraiment, on aime beaucoup notre pays, même s'il est dans un état très, très moche. Mais on l'aime beaucoup, on aimerait bien faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi faire. Et j'ai l'impression que les jeunes, ils ne savent pas quoi faire. Parce que justement, le système éducatif n'est pas terrible. À part si on a beaucoup d'argent et qu'on peut apprendre dans des universités privées et bien apprendre ou bien aller dans des écoles internationales. Tu parlais tout à l'heure d'écoles, je pense que la moyenne du nombre d'élèves par classe, c'est 80. Donc, imaginez-vous 80 élèves par classe. J'ai l'impression quand même qu'ils n'ont pas assez de place pour s'asseoir, tous. Donc, pour qu'on ait de bons... Et malgré ça, j'ai envie de dire que l'Égypte, quand même, nous, en Égypte, on dit Masr Waleda. Masr Waleda, ça veut dire que l'Égypte est toujours capable de... Waleda, ça veut dire qu'il accouche beaucoup. Ça veut dire qu'on a beaucoup quand même de potentiel. Il y a beaucoup de jeunes quand même qui ont du potentiel. Et c'est vraiment, moi, je vois que c'est vraiment dommage que ces jeunes-là, ils ne soient pas canalisés, qu'on leur apprenne pas bien. Il y a un énorme déficit dans l'investissement, dans les ressources humaines en Égypte, en fait. On pense qu'à l'argent, on pense qu'à construire. Tout à l'heure, tu parlais de Ras el-Hekma. Moi, je suis passé pas loin de là-bas la dernière fois que j'étais en Égypte. Et en fait, cette zone-là, on dirait une zone interdite. Ah oui. Les Égyptiens vont bientôt ne pas pouvoir aller à Ras el-Hekma, en fait. Et même avant, si tu voyais le nombre de constructions qu'il y a, parce que ce régime actuel, en fait, on dirait qu'ils ne savent que faire de l'immobilier. Une quantité de constructions à côté de Alamein, là où il y avait eu la fameuse bataille de la guerre mondiale. Et c'est une ville, il a construit une ville, il n'y a personne. Et quand je suis passé là-bas, je me disais, mais qui va venir là, en fait? Qui va acheter là? Déjà, c'est très cher. C'est comme la nouvelle capitale. La nouvelle capitale, moi des fois, j'ai des brokers, je sais pas comment dire en français, des vendeurs, quoi, des vendeurs immobiliers qui appellent souvent tous les numéros égyptiens pour leur proposer des appartements ou, je sais pas, 6 octobre, la banlieue du Caire et tout. Et une fois, j'ai demandé à l'un d'entre eux, je lui ai dit, dis-moi, la nouvelle capitale. Il m'a dit, ah non, je te déconseille. Ah bon. Je te déconseille. La nouvelle capitale, par exemple, j'ai l'impression que personne n'a acheté là-bas. Moi, je connais plein d'Égyptiens, je ne connais pas une seule personne qui a acheté à la nouvelle capitale, par exemple. Ou bien Nouveau Alamein. Il est en train de faire Nouveau Alamein, nouvelle capitale, nouvelle Mansoura. Mansoura, c'est une ville. Nouveau. Et en même temps, le Caire,
Le Caire est délaissé. Je reviens à la question des jeunes. Les jeunes, ils reconnaissent plus leur ville, en fait. Je parle des jeunes du Caire parce que bon, je suis du Caire, mais j'imagine pas ailleurs. Ailleurs, ça doit être pire 1000 fois, quoi. Que ce soit en Haute-Égypte, à Assouan ou bien à Soheg. J'imagine même pas l'état des jeunes, il est comment, hein. Et ceux qui arrivent vraiment à s'en sortir ou à briller, ça doit être des génies. Mais sinon, la grande majorité, malheureusement, j'ai l'impression qu'ils veulent quitter le pays. Et s'ils ont, et d'ailleurs, il y en a plein qui essayent de traverser la mer, hein. Il y en a plein qui partent en Libye. Il y en a plein. Il y a des villages même qui sont connus de ce village-là. Il part en Italie. Ce village-là, ils partent en Grèce. Ils ont le réseau. Vous avez évoqué la Haute-Égypte, effectivement, parce qu'on a une grande concentration de la population autour du Caire, on va dire, et dans le delta, et ailleurs. Alors, que se passe-t-il ailleurs? Est-ce qu'on est même informé de ce qui se passe ailleurs sur le plan social? On est informé, oui et non, parce que comme j'ai dit, il n'y a plus vraiment de presse libre. Donc, allez-y. Non, vas-y. Non, j'ai l'impression que c'est à l'image du Caire, mais probablement pire, parce que tout est concentré au Caire. L'Égypte est un pays très, très centralisé, donc les universités, les écoles ou les hôpitaux en Haute-Égypte, c'est sûr que leur état est pire qu'au Caire. Et déjà au Caire, comme disait Didier, c'est déplorable. Je veux dire, un hôpital public en Égypte, tu passes devant, tu vois les gens, les malades attendre sur le trottoir devant, c'est vraiment un truc à briser le cœur. Donc, moi, dernièrement, j'ai pas vraiment suivi de nouvelles de la Haute-Égypte, quelque chose qui se soit passé, à part à un moment donné, je sais qu'à Assouan, il y avait eu aussi, je sais pas, des problèmes parce qu'une personne s'est fait tuer dans la rue par une voiture et que les gens, ils ont coupé la route parce qu'ils protestaient, parce que la route, je ne sais pas quoi. Mais en fait, ces gens-là, ils se font arrêter, ils se font tirer dessus avec des balles en caoutchouc. C'est vraiment la répression, quoi. La répression pour n'importe quelle revendication. Il faut pas s'agglomérer. En Égypte, on n'a plus le droit de manifester, en fait. Les manifestations sont interdites. D'accord. Ça peut donner quoi, ça, à très très court terme, si on ne va pas projeter à très longtemps, mais si on projette dans 4-5 ans, qu'est-ce qu'on peut observer? Parce que là, c'est... La situation, je crains qu'elle ne perdure. Puisqu'il y a... Et comment? Elle va perdurer en se dégradant, puisque mécaniquement, il y a un risque de dégradation. Mais deux mots sur la vallée du Nil, parce que bon, chacun le sait, c'est une évidence, mais encore faut-il rappeler parfois des évidences. Vous savez, la fameuse formule d'Hérodote, donc c'est pas d'hier, l'Égypte est un don du Nil, mais c'est toujours le cas. C'est-à-dire que quand on arrive en avion au-dessus de l'Égypte, on croit voir une carte de géographie qu'on avait dans nos manuels scolaires. C'est-à-dire c'est le désert partout, puis il y a une bande verte au milieu. Mais ça pose le problème du changement climatique. Ça pose le problème, on va en parler après avec l'Éthiopie, le grand barrage d'une baisse du débit du Nil. Or, c'est existentiel pour l'Égypte. Et donc, cette vallée du Nil, elle va s'appauvrir s'il n'y a pas les investissements nécessaires, s'il n'y a pas des accords politiques notamment avec l'Éthiopie. Donc, ça ne peut que se dégrader parce que l'agriculture, elle va être obligée de se réduire parce qu'il n'y aura plus assez de possibilités d'irrigation. Il y a déjà des réductions. Bien sûr. Déjà des réductions en eau. Donc, je veux pas tout noircir. Non, mais on peut rester sur ce sujet, effectivement, et poursuivre sur les relations avec l'Éthiopie et puis avec les pays du Nil, donc les pays frontaliers. Alors, avant d'y arriver, un mot quand même sur une autre région, pas des moindres de l'Égypte, c'est la région du Sinaï. C'est très important ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. En réalité, le Sinaï est quasiment une région de non-droit. C'est-à-dire que l'armée qui prétend tout contrôler, de ce que je sais, je ne suis pas allé dans le Sinaï depuis fort longtemps. Puis je pense que c'est pas tout à fait prudent. Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est une zone de non-droit. J'ai même lu, est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que c'est exagéré, que il y a déjà quelques années, il y a des contingents militaires, enfin des bases militaires, des casernes militaires, des casernements. Ils sortent la journée pour se faire un peu voir, pour faire des patrouilles, ils n'osent pas sortir la nuit. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez des cellules djihadistes qui existent,
mais qui sont des cellules, comme dans beaucoup d'endroits, comment dirais-je, djihado-mafieuses, qui rançonnent la population, qui s'adonnent bien évidemment à des trafics de toutes sortes, y compris des trafics humains. Et donc, cette région n'est pas sous contrôle de l'appareil d'État central. Ça, c'est du baratin. Alors, Monsieur Sisi peut faire des proclamations martiales. Il ne contrôle pas une bonne partie du Sinaï. Or, le Sinaï, ça ne vous a pas échappé, à une frontière avec une petite bande de Gaza. Donc, ça indique, et là, on va peut-être passer aux questions de politique extérieure, c'est habilement amené, mais rappelons-nous quand même de cette situation. La situation au Sinaï est singulière. Alors, c'est pas la vallée du Nil, là, on est dans une autre configuration, mais l'illusion de croire que le régime contrôle tout, il contrôle les villes, ça oui, mais le Sinaï, il ne le contrôle pas. Je ne sais pas si tu es d'accord. Parfaitement. En fait, je dirais que il contrôle mieux qu'il y a quelques années. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de terroristes. Ils sont quand même. D'accord. Tu sais, avant, tu le sais sûrement, avant, en fait, l'armée égyptienne n'avait pas le droit d'être au Sinaï, selon les accords de Camp David avec Israël. Oui. Mais depuis justement que le terrorisme a surgi là-bas et tout, en accord avec Israël, il y a beaucoup de forces armées qui sont allées au Sinaï, qui combattaient les djihadistes terroristes. Mais le grand problème, par contre, c'est que comme ils ont rasé des villes, en fait, ils ont rasé des champs d'oliviers. Il y a beaucoup de gens du Sinaï qui se sont retournés contre le gouvernement. Ils ont plutôt rejoint le côté terroriste. Ouais. Moi, j'ai échangé avec des gens là-bas. Moi, j'y vais souvent au Sinaï parce que j'adore cet endroit. Et pour moi, c'est le plus bel endroit d'Égypte. Et j'ai échangé avec des gens là-bas, des Bédouins. Et les Bédouins du Sinaï, en fait, ils se sentent toujours qu'on doute d'eux. Ouais. Que c'est pas des vrais Égyptiens. Parce que, bon, bien sûr, il y a eu la période d'occupation israélienne et tout le monde a dit qu'ils avaient coopéré avec les Israéliens. Du coup, on doute d'eux. Et en plus, on a rasé des villes comme Sheikh Zouaïd, comme Rafah, parce qu'il y avait Rafah, l'égyptienne. Il y a Rafah à Gaza, mais il y a Rafah, l'égyptienne. Ils ont rasé toutes ces villes-là pour faire une zone tampon à la frontière. Et bien sûr, toute l'histoire des tunnels qu'ils ont démantelés et tout. Donc, les gens, ils se sont retournés contre le gouvernement. Les gens n'aiment pas le gouvernement là-bas. Les gens n'aiment pas Sisi. Je pense qu'ils contrôlent, bien sûr, les villes, comme tu as dit. Mais c'est vrai et c'est sûr qu'ils ne contrôlent pas tout parce que je pense même qu'il y a des armes encore qui passent à Gaza. Hein. Je pense qu'il y a encore des tunnels. On n'en est pas sûr, mais je pense qu'il y en a encore. Et même si on n'a pas, il peut y en avoir d'autres parce que il faut savoir que les Bédouins du Sinaï, les gens du Sinaï, ils ont des familles de l'autre côté. Il y a des gens à Gaza qui sont des cousins des gens du Sinaï. Donc, et on ne peut pas parler du Sinaï sans parler d'un gars qui s'appelle l'Arghani. Ah oui. Et l'Arghani, c'est maintenant en fait un rapproché de Sisi. Ouais. Et c'est un homme d'affaires qui est devenu multimillionnaire, si c'est pas même milliardaire, et qui lui, en fait, a même des milices au Sinaï. Et il y a des gens même qui alertent et qui disent qu'un jour, il pourrait se retourner contre Sisi et voire même, je ne dis pas prendre le Sinaï parce que ça serait peut-être un peu trop, mais c'est vrai que ce gars-là, on a l'impression que c'est le roi du Sinaï. Et pas seulement ça, il fait affaire avec le régime. Il a ses sociétés, il a... Donc, voilà. Et le Sinaï, c'est un lieu stratégique. Parce qu'il y a Israël, parce qu'il y a Gaza, parce qu'aussi il y a le canal de Suez à l'ouest. Et l'Égypte n'investit pas assez dans le Sinaï, comme s'il y avait une volonté de laisser cet endroit tel qu'il est, ou comme si on n'avait pas trop confiance dans les gens qui habitent dans ce coin-là. Du coup, on ne va pas trop leur construire des choses, on ne va pas faire de société, on ne va pas trop mettre d'argent là-bas parce qu'on n'est pas sûr. Mais ça n'arrange rien pour contrôler cette terre. Merci, vous êtes dans le Sinaï, donc on va peut-être y rester effectivement. J'avais une question un peu prospective sur la capacité et la place que l'Égypte pourrait jouer justement dans le règlement des conflits qui l'entourent. On peut commencer par celui que vous aviez évoqué. Qu'est-ce que l'Égypte a fait depuis 1 an ou 2 et qu'est-ce que l'Égypte peut faire pour faire en sorte que la situation entre Israël et Palestine s'améliore? Peut-elle faire quelque chose?
Déjà, sur la politique régionale de l'Égypte, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Alors évidemment, pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, un pays qui est si affaibli économiquement, politiquement, ne peut pas avoir une influence régionale. C'est un crève-cœur, puisqu'on se souvient qu'à une époque, rien ne se faisait au Moyen-Orient sans, à minima, l'accord de l'Égypte. Bon, on n'est plus dans cette situation. Mais vous savez, si on généralise un peu, il y avait 3 capitales dans les mondes arabes. C'était le Caire, Bagdad et la Syrie, enfin, et Damas, pardon, qui avaient un rôle géopolitique régional incontournable. Pour des raisons différentes, désormais, ni Bagdad, ni Damas, ni le Caire n'ont le même rôle. Bon, ça, c'est déjà une marque de recul, d'influence. Pour autant, sur Gaza, il est vrai, et je ne parle pas seulement depuis le 7 octobre 2023, même avant, puisqu'il y a eu à plusieurs reprises, à de maintes reprises, des agressions militaires israéliennes contre Gaza. À chaque fois, l'Égypte a pu jouer un rôle positif, au moins pour amener un cessez-le-feu. Ça, c'est vrai. Et la période qui s'est ouverte après le 7 octobre a redonné une importance à l'Égypte. Alors, nous savons que parmi les médiateurs importants, il y a l'Égypte et il y a le Qatar, qu'on évoquait tout à l'heure. Bon. Mais l'Égypte a son rôle. Pour une raison d'une simplicité biblique, si je puis dire, c'est que l'Égypte, à la fois, elle a des contacts réguliers depuis fort longtemps, depuis le traité de paix avec les dirigeants israéliens, donc ils se connaissent bien, mais aussi avec les dirigeants du Hamas. Donc évidemment, quand on veut jouer un rôle de médiation, il faut au moins à minima connaître les 2 parties. L'Égypte a cette capacité. Donc ça signifie que de nombreuses négociations ont eu lieu au Caire et ça a donné un rôle à l'Égypte. Pour autant, a-t-elle pu avoir un rôle? Non, mais là, je ne peux pas lui lancer la pierre. Qui a pu raisonner et les dirigeants du Hamas et M. Netanyahou? Et je ne trace pas une symétrie entre les deux. Personne pour l'instant. Donc l'Égypte fait ce qu'elle peut. Elle maintient des contacts. Il y a beaucoup de tractations qui se posent. Et en fait, je crois que la position de l'Égypte a souvent été mal comprise à propos de cette crise terrible, catastrophique de Gaza. Cette guerre, je dis cette crise, cette guerre, parce que rappelez-vous, dès la mi-octobre 2023, le secrétaire d'État Blinken est allé au Caire, il a rencontré Sisi, il lui a demandé d'accueillir des dizaines de milliers de Gazaouis, au Sinaï justement. Il y a eu un refus net de la part de Sisi, et je peux le comprendre. Vous avez compris, je ne suis pas très pro-Sisi dans l'ensemble, mais sur ce point, Sisi a bien sûr compris une chose, et c'est l'histoire qui tranche, c'est que tous les pays qui ont accueilli des dizaines, des centaines, des milliers de réfugiés palestiniens, ces Palestiniens sont restés. Comment voulez-vous qu'un pays comme l'Égypte, dont on a décrit brièvement la situation, puisse accueillir des dizaines de milliers de réfugiés gazaouis? Donc Sisi, lui, il raisonne aussi en fonction de ce qu'il considère les intérêts nationaux de l'Égypte. Donc sur cette question, il a été ferme et net. Alors évidemment, il a été beaucoup critiqué par les bonnes âmes qui disent « Oui, mais les Égyptiens font même pas un geste pour leurs frères palestiniens. » Oui, mais là, on peut peut-être comprendre. Alors je ne dis pas que la situation telle qu'elle est, elle doit perdurer, mais l'Égypte à elle seule ne pourra évidemment pas, ni dans la médiation ou les tentatives de médiation, ni dans la gestion de ces populations, parce qu'une fois que les bombardements vont arrêter, et le plus tôt sera le mieux, qu'est-ce qu'on va faire de cette population qui est dans une situation de dénuement absolu? Enfin, on a peu d'éléments parce qu'il n'y a pas de journalistes qui peuvent rentrer, mais on a quand même des vidéos qui arrivent à passer. Enfin, tout le monde a vu. On voit ce que c'est. C'est une zone, c'est pas seulement une ville, c'est une région totale détruite. Et il y a toujours 2 millions de personnes, ou un peu plus, qui vivent là-bas. Qu'est-ce qu'on va en faire? L'Égypte aura sûrement un rôle, mais l'Égypte veut des garanties fermes de la part de la dite communauté internationale, sinon elle continuera à bloquer. Je vais vous poser une dernière question, puisqu'on a évoqué quand même un peu ce qui se passait au-dessus. Parlons du rôle plus actif que l'Égypte joue au Soudan, où il semblerait quand même qu'il ait choisi un camp, et que ce ne soit pas forcément complètement dénué de lien avec la question que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir le Nil. Il semblerait que l'Éthiopie, elle, mise sur un autre camp.
Oui, mais l'Égypte, elle a choisi le camp de Burhan, Mhm. qui est donc le président et qui était le chef de l'armée. Et je pense parce que aussi, vous savez, au début de la crise soudanaise, et il y a les forces de Hamidti, donc les paramilitaires, ils avaient détenu des Égyptiens. Hein. Et il y en a même certains qui disent qu'il y en a encore des Égyptiens qui sont détenus là-bas par les forces de Hamidti. Mais ce qui se passe au Soudan, c'est très très intéressant parce qu'en fait, vous avez l'Égypte et l'Arabie Saoudite qui plutôt soutiennent Burhan, et vous avez les Émirats et l'Éthiopie qui sont plus pour Hamidti. Et il y a beaucoup de gens en Égypte qui se posent des questions justement sur les Émirats et ce qu'ils font aussi avec l'Éthiopie, parce que les Émirats, ils ont investi beaucoup en Éthiopie, qui construit donc ce barrage qui probablement causera beaucoup de tort à l'Égypte. Et le Soudan, justement, est aussi du côté d'Égypte. Au début, pas vraiment, mais ils ont vu que eux aussi, ils allaient avoir moins d'eau, que cette histoire de barrage, ça va les affecter. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils ont pris le côté égyptien. Mais le Soudan, par contre, c'est pas du tout réglé. Hein. Et puis l'intervention de l'Égypte là-bas, elle est très très secrète. Dernièrement, il y a eu des accusations de la part des paramilitaires qu'il y a eu des frappes aériennes pour accompagner l'avancée de l'armée soudanaise qui, dernièrement, apparemment, avance et reprend du terrain. Donc, si, je pense qu'il est bien impliqué dans ce conflit-là. Et après, ce que ça va donner, c'est que déjà, ça affecte énormément l'Égypte. Il y a énormément de réfugiés soudanais en Égypte. Tous les gens le disent. Vous avez des quartiers du Caire, comme par exemple le Faisal, qui est carrément habité par les Soudanais. Et il y a des gens en Égypte qui voient d'un très mauvais œil cela, parce que la situation économique est tellement difficile que ils disent on peut pas accueillir ces gens-là. Et puis il y en a il y a des Soudanais riches qui sont venus en Égypte aussi, hein, et du coup qui ont commencé à louer des appartements, à acheter des appartements, et ça arrange certains, mais vous voyez, la situation est très très instable. Et à la frontière, je vous dis pas, hein, moi j'ai vu des vidéos, apparemment il y a des camions aussi égyptiens apparemment d'aide qui ont été à un moment donné arrêtés par les Soudanais, et ils pouvaient pas revenir au pays. Il y a beaucoup, on est mal informé en même temps, parce que je vous dis, l'intervention, elle est plus ou moins cachée, secrète, mais c'est sûr que ça n'arrange rien, en fait. Ça n'arrange rien du tout. Merci beaucoup, Didier. Un mot simplement pour terminer. Sur ce fameux barrage de la Renaissance en Éthiopie. C'est un bras de fer entre l'Éthiopie et l'Égypte depuis 20 ans, en gros. Ce bras de fer, il a été perdu par l'Égypte. Il y a un accord qui a été passé au mois d'octobre, il y a un mois de ça, je n'ai plus la date exacte, enfin, il y a moins d'un mois. C'est un accord de coopération, de gestion du bassin du Nil. Mais ni le Soudan, ni l'Égypte ne sont signataires de cet accord qui regroupe, outre l'Éthiopie bien sûr, 5 autres pays africains. Donc, jusqu'alors, l'Égypte, qui considérait, avec des raisons qu'on peut entendre, que la gestion du flux, du débit du Nil était de sa responsabilité, et ça a longtemps été le cas, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc ça veut dire que sur ce dossier, il va bien falloir une réaction politique et diplomatique des Égyptiens pour qu'ils se remettent dans le jeu de la gestion du Nil en aval du barrage de la Renaissance, qui est quand même en Éthiopie un barrage qui a mis près de 13 ans à être construit. C'est 74 milliards de mètres cubes d'eau, donc c'est le plus gros barrage d'Afrique. Et évidemment, l'Éthiopie, avec ce barrage, détient un moyen de pression politique et hydrique, évidemment, sur l'Égypte. Donc là aussi, sur ce dossier, l'Égypte, aujourd'hui, a perdu la partie. Alors on ne veut pas paraphraser, elle a perdu une bataille, elle n'a peut-être pas perdu la guerre. Il va bien falloir trouver une solution, parce qu'en plus, avec le changement climatique qu'on évoquait, il y a une nécessité existentielle, vitale, de trouver un modus vivendi avec les Éthiopiens et les 5 autres pays africains
viennent de passer cet accord il y a un mois. Et ça, c'est une des plus grandes crises auxquelles l'Égypte devra faire face. On est d'accord. Et le problème, c'est que on a l'impression que le régime est en train de mettre ça sous le tapis. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Hein. Non, on est d'accord. On n'a pas encore beaucoup parlé d'environnement. On sait que l'Égypte, selon toutes les projections, sera en stress hydrique majeur à horizon 2050. Et ce que vous nous indiquez là n'est évidemment pas non plus quelque chose de réjouissant. Comment on peut parler de l'intérêt, effectivement, de ce régime pour des préoccupations de moyen terme, enfin de court et de moyen terme, que sont le changement climatique, la pollution et le stress hydrique. Est-ce que, selon vous, il y a des éléments de réponse dans le discours du régime et dans les réalisations du régime? Moi, j'ai pas du tout entendu parler ce régime-là de changement climatique. Hein. J'ai l'impression que ils s'en foutent complètement. C'est pas quelque chose qui est dans leur agenda ou, au contraire, là, ils sont en train de massacrer les arbres. Si vous allez au Caire, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais il y a énormément d'arbres qui sont coupés, voire même que certains se posent la question s'ils ne veulent pas amocher le Caire pour que les gens aillent dans la nouvelle capitale. Ah oui. Donc, et la question de l'eau, comme je disais à Didier tout à l'heure, on n'en parle presque pas, mais parce que je pense qu'ils réalisent qu'ils ont perdu. Ils ont signé eux-mêmes cet accord. Avec l'Éthiopie et Sisi, il avait reçu Abiy Ahmed et dans une scène presque surréaliste, il lui avait fait jurer que genre il toucherait pas à l'eau du Nil, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas possible. Ça avait fait rire beaucoup de gens après. Et c'est voilà. Didier, vous confirmez? Oui, on a vraiment l'impression que sur ces enjeux majeurs pour l'humanité et pour la Terre entière, mais alors pour des pays comme l'Égypte et quelques autres, dans la région, la Jordanie par exemple est en situation de stress hydrique, et l'Égypte le sera très bientôt, si elle ne l'est pas déjà en réalité, on a l'impression que le pouvoir met la poussière sous le tapis. C'est une sorte là aussi, de fuite en avant. Ils ne veulent pas voir les choses. Or pourtant, il y aura une nécessité, mais du quotidien, vital, la vie nécessite l'eau. Donc se posera, j'espère là aussi dans les meilleurs délais, la question de création, de construction d'usines de désalinisation. Il y a une bordure maritime sur la Méditerranée qui elle-même n'est pas au mieux de sa forme, pour d'autres raisons. Donc là, ça va se poser, mais concrètement, mais c'est pas théorique, c'est pas une utopie, c'est pas penser à l'écologie comme un projet de société, c'est là une nécessité vitale pour 111 millions d'individus, enfin, sauf les ultra-riches, mais pour l'immense majorité de la population. C'est pas théorique. On va pas faire des convois d'avions pour leur amener des bouteilles d'eau. Donc, qu'est-ce que propose le pouvoir? Pour l'instant, de ce que j'ai vu, mais tu le dis, rien. Non, mais c'est ça qui est incroyable. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a déjà des restrictions d'eau pour les agriculteurs. Hein. On leur a déjà dit qu'il faut rationner l'eau, qu'il ne faut pas planter certaines choses parce que ça consomme trop d'eau. Donc c'est déjà là en fait. C'est déjà là l'histoire de l'eau. Et puis ils ont fait ce projet soi-disant que tous les cours d'eau en Égypte, ils ont appelé ça Taptin. En arabe, ça veut dire c'est comme si on mettait. Vous savez, en Égypte, il y a le Nil qui court, mais ils ont depuis des lustres, on a creusé plein de canaux partout pour irriguer. Et là, ils ont fait dernièrement un truc, c'est qu'ils ont soi-disant, je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs, ils ont comme tapissé ces canaux-là d'en bas. Et en fait, il y a beaucoup d'experts qui disent qu'en fait, ça fait que l'eau s'évapore beaucoup plus vite. Donc, on se pose même des questions sur les projets qu'ils entreprennent. Est-ce que c'est bénéfique ou pas? Et sur le plan énergétique, alors moi j'ai vu des engagements qu'on va dire fluctuants du régime, enfin beaucoup d'effets d'annonce. On parlait d'un mix énergétique avec 42% d'ENR à horizon 2035, puis après on a évoqué 58%, ça c'était en mars 24, puis maintenant on est à 40%. Alors moi cette fluctuation fait dire effectivement que le sujet n'en est pas un pour le régime. Est-ce qu'il y a des choses qui se font pour faire en sorte que cette économie qui est dépendante du gaz le soit moins à moyen terme? Je n'avais pas ces chiffres en mémoire, mais ils sont révélateurs. C'est que c'est au doigt mouillé. Il semblerait, oui. Sans mauvais jeu de mots, demeurant. Mais c'est n'importe quoi.
Et c'est cette incapacité à se projeter, ne serait-ce que sur 5 ou 10 ans. Alors encore une fois, mon propos, je le regrette profondément parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, dans lequel je suis, enfin vers lequel je suis allé souvent, mais je ne vois pas aujourd'hui, sauf peut-être la vitalité du peuple égyptien, ça c'est ce que tu as dit, je partage ce point de vue, mais ça ne suffit pas. Et on a l'impression que rien ne fonctionne véritablement, ça peut arriver, mais qu'à aucun moment, les autorités politiques et militaires, en l'occurrence, ne se donnent les moyens pour tenter de trouver quelques pistes pour sortir à tout niveau. On en a brossé un certain nombre d'aspects. Et les questions énergétiques, alors il y avait eu les découvertes de gisements gaziers offshore, Zohr, etc. Ouais. Mais il y avait là une coopération avec Israël, entre autres avec Israël, pour l'exploitation de ces gisements. Vous comprenez que la situation géopolitique rend un petit peu plus compliqué une coopération étroite avec Israël. Un mot, après le 7 octobre, comme dans tous les autres États arabes, se manifeste une empathie pour la cause palestinienne, à tel point que le 20 octobre, donc 2 semaines après le 7, il y a une grande deux grandes manifestations au pluriel qui sont organisées, dont la principale est au Caire. Alors, il y a quelques associations de soutien à la Palestine qui peuvent encore vivoter, qui font partie de cet appel. Mais le pouvoir aussi. Pourquoi? Parce que tous les pouvoirs des mondes arabes savent très bien que cette cause, elle tient tellement au cœur des populations qu'il faut bien faire des gestes pour tenter de désamorcer toute contestation. Donc, on a une manifestation le 20 octobre, conjointement avec l'aval du pouvoir qui Exactement. fait des appels, etc. Mais le problème, c'est que le 20 octobre, notamment sur la fameuse place Tahrir, les gens se rassemblent, s'assemblent, des slogans en faveur de la Palestine commencent à être scandés, et puis très rapidement, il y a des slogans anti-gouvernementaux. Et la police intervient, il y a des arrestations, etc. Depuis lors, il n'y a jamais eu de manifestation. Une fois, il y a 6 personnes. Alors, Six ah oui, personnes bon, sur le pont, ils se sont fait arrêter. Alors, excusez-moi, c'est une. C'est pas un rapport avec l'énergie, mais c'est la question d'Israël qui se pose. Dans la conjoncture actuelle, une coopération étroite avec Israël pourrait escagasser une partie de l'opinion publique. Quand je parle d'opinion publique, évidemment, on ne peut pas la comparer à une opinion publique telle qu'elle existe en France. Mais elle existe. Les réseaux sociaux, ça existe. Et puis, il y a cette sourde résistance qui ne se manifeste pas dans la rue avec des panneaux, mais face à l'arbitraire du pouvoir. Il paraît que s'il suit très bien les réseaux sociaux, il le dit. C'est probable. Ouais. C'est probable. Puis, oui. Je voulais juste dire un truc sur la question énergétique. On l'a oublié de le dire. L'Égypte est en train de construire un réacteur nucléaire. Oui. Avec l'aide des Russes. Oui. Et justement, c'est sur la côte nord, donc pas loin de l'endroit qu'ils ont vendu aux Émiratis et tout. Hein. Donc, je sais pas, ça c'est peut-être un projet. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, et puis les gisements de Zohr, moi j'avais entendu que en fait, ils avaient complètement arrêté l'exploitation parce que l'Égypte n'avait pas payé la compagnie italienne qui travaillait. Ah oui, il y a Eni aussi. Donc, Eni, exactement. Ouais. Alors, dernièrement, j'ai appris qu'ils les ont payés. Du coup, ils vont recommencer à. Merci. Oui, j'avais quelques chiffres justement sur ces questions gazières. Donc, il y a effectivement d'énormes champs pétroliers à exploiter si les gens arrivent à s'entendre. Et gaziers. Gazier, oui, c'est ce que si j'ai dit pétrolier, je m'en excuse. Une erreur. Par contre, les réserves pétrolières de l'Égypte sont minces. Hein, il y a 14 années à peu près de réserves et on consomme 100 000 barils de plus par jour que ce qu'on produit. Ce qui veut dire qu'on importe très régulièrement et donc effectivement, l'intérêt à passer sur des ENR qui ne semblent pas forcément soucier le régime fait sens, même d'un point de vue économique, sans regarder les questions d'ordre écologique. On a parlé de la démographie, mais alors très rapidement, vous nous avez évoqué le chiffre de pas loin de 110 millions de personnes, et il y a effectivement des spécificités démographiques égyptiennes, puisque l'indice statistique de fécondité remonte depuis le début des années 2010, exact. Si je comprends bien. Alors, j'ai cru lire qu'il n'était jamais passé en dessous de 3,
mais qu'on serait à nouveau autour de 3,5. Donc on continue. Et là encore une fois un paradoxe avec ce que nous disait Mohamed et ce que vous évoquiez. Hein. Les gens ont envie de partir, mais malgré tout on continue à faire des enfants. C'est le pays des contradictions en fait. Il semblerait. Oui, j'apprends beaucoup ce soir. Ça c'est un phénomène international. Quand les gens sont dans la misère, ça n'arrête pas la démographie. Enfin, ça n'arrête pas le nombre de naissances et le taux de fécondité. Puis alors, par ailleurs, il y a quand même un paramètre, c'est la propagande religieuse. Pas par les frères musulmans, hein, par le pouvoir. Et donc, ça joue aussi. Et évidemment, nous voulons être un État puissant, donc il faut beaucoup d'enfants, il faut beaucoup de citoyens. Enfin, c'est là aussi, de mon point de vue, en tout cas, une sorte de fuite en avant. Et donc, quand je disais tout à l'heure, mais ça correspond, il n'y a jamais eu de transition démographique, on n'est jamais. Et ça a même aujourd'hui tendance à remonter, parce que les moyens de contraception sont évidemment quasi inexistants, parce qu'il y a cette propagande religieuse menée par le pouvoir, hein, j'y insiste, parce qu'on a parlé tout à l'heure des frères musulmans, à juste titre, mais Sisi est un conservateur réactionnaire, enfin c'est ce qu'il prétend dans ses discours, c'est ce qu'il fait valoir. Et donc, c'est un ordre moral qui, évidemment, conseille aux femmes et aux couples de faire le maximum d'enfants pour l'avenir radieux de l'Égypte. Mais là aussi, fuite en avant, à mon avis. Les réarmements démographiques, étant donné les conflits qu'on a au-dessus et en dessous, c'est peut-être pas une excellente idée, effectivement. Un tiers des Égyptiens ont moins de 15 ans. Hein. Ça vous donne l'enjeu des défis aussi. On n'a effectivement pas eu le temps de rentrer dans toutes les complexités de la société égyptienne, d'aborder les questions environnementales, les questions politiques. Je crois qu'il va falloir faire Égypte saison 2, puis Égypte saison 3, pour pouvoir poursuivre un petit peu sur l'ensemble des sujets qui semblent vous intéresser. En attendant, je vais vous remercier vivement de vous être prêtés au jeu, d'essayer de nous trouver des perspectives. Malheureusement, elles sont pas forcément riantes, mais bon... C'est la réalité, il y aura, malheureusement. Oui, malheureusement, parce que effectivement, on est plutôt en train d'évoquer des situations de crise et qu'on voit pas des changements de trajectoire possibles. C'est ce qui c'est à horizon 2040. On voit des contradictions permanentes qui risquent de faire ressurgir des crises, mais on voit pas forcément de porte de sortie à travers vos propos. Et j'en suis bien triste parce que je préférais effectivement que les choses aillent bien en Égypte comme ailleurs. En attendant, merci au public qui nous écoutait, merci à ceux qui sont présents dans la salle et puis encore une fois, merci à tous les deux de vous être prêtés à mes questions et puis d'y avoir répondu brillamment. Eh ben, merci pour l'invitation. Merci. C'était un plaisir.